Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aussi nombreux pour cette conférence en ligne. Bon, bien sûr, hein, force est de constater là que depuis un mois, notre pays a subi trois attaques. Donc, bien sûr, tous nos, toutes nos pensées vont, et notre soutien vont aux proches des victimes. Voilà, quand on a eu l'idée de cette conférence-là aussi pour apporter notre soutien aux collègues de Samuel Paty et à toute cette belle famille qu'est l'éducation nationale. Mais bon, on va quand même se présenter rapidement. Je vous présente Séverine, qui est la directrice de Dessiner, Créer, Liberté. Bonjour, et je vous présente Agathe, qui est journaliste. Bon, alors on va vous préciser tout de suite qu'on n'est pas des profs et on n'est pas là pour vous donner une leçon. Simplement, depuis 5 ans, nous intervenons dans les établissements scolaires à partir du CM2 et on va parler d'attentats, de caricatures, de dessins de presse. Et donc, comme vous tous, on a été sidérés par l'assassinat de Samuel Paty et on s'est demandé comment, à notre niveau, on pouvait vous apporter notre soutien. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de partager notre expérience de terrain, notre méthodologie et quelques-uns de nos outils. On a reçu de nombreuses questions, oui, beaucoup de questions qui nous ont permis d'enrichir notre propos. Alors, certaines questions resteront en suspens parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder tout ça parce qu'on a 1 heure devant nous. Lesquelles alors et ben, notamment les questions liées à l'international et puis également la question de la manipulation des images et la viralité sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est vrai que sur ces points-là, n'hésitez pas à aller sur le site de l'association à la rubrique fiche décryptage du dessin de presse ou à visionner nos vidéos pédagogiques. Ça répondra à ces questions. Et l'adresse du site, évidemment, tant qu'à faire, autant le donner, c'est dessiner, créer, liberté.com. Alors, quelques précisions quand même techniques avant de commencer. On est parti ensemble pour 1 heure et quart. Cette conférence va être enregistrée et sera donc ultérieurement diffusée sur YouTube. On est très, très nombreux, donc on est désolé, mais on a coupé les micros. En revanche, une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la fonction de chat est ouverte. Donc, si vous rencontrez le moindre problème technique, un problème de son, un problème d'image, n'hésitez pas à nous l'écrire via ce chat. On a de charmants modérateurs qui se chargeront de nous prévenir. Et puis, dernier point, la présentation qu'on va vous présenter comme toute présentation, non, cette présentation, à l'issue de cette conférence, on vous la transmet par mail. Voilà, à tous les participants. Écoutez, à partir de maintenant, on va disparaître et puis on va commencer donc le commentaire de cette présentation avec vous. Alors, tout d'abord, on va vous présenter l'association, qui est une association qui a été fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain des attentats de janvier 2015. C'est une association qui est née d'une nécessité. Oui, laquelle ? Initier la jeunesse au dessin de presse et en particulier à la satire et à la caricature. Il s'agit aussi de proposer des outils pédagogiques originaux pour ouvrir des débats, aborder les thématiques qui font l'actualité et agitent la société. Tout ça, bien évidemment, sans tabou, sans frilosité intellectuelle ni démagogie. Alors, pourquoi une association fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme, me direz-vous? Alors déjà parce que le journal et l'association sont des vieux partenaires de route depuis de longues années. Voilà, ils se retrouvent régulièrement sur le terrain pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre tous les intégristes. Alors, c'est quand même important de le dire, hein, c'est pas parce qu'on travaille pour une association qui est fondée par Charlie Hebdo qu'on est des VRP de Charlie Hebdo. On a bien le droit de trouver ce journal vulgaire, outrancier, de ne pas l'aimer. C'est comme ça, hein, nous, qu'on commence sur le terrain avec les élèves. D'ailleurs, on n'est pas obligé de l'acheter pour une raison très simple, c'est que si tout le monde lisait la même chose, pensait la même chose, le monde serait triste à mourir. En revanche, c'est
important que ce titre existe, ne serait-ce que pour défendre la pluralité de la presse. Et puis, il semblerait qu'il y a quand même de gros malentendus autour de ce titre. On a tué des journalistes de Charlie Hebdo, on a tué un professeur qui a montré un dessin de Charlie Hebdo. La question qui se pose, c'est la prochaine fois, on va tuer les lecteurs de Charlie Hebdo. Donc voilà, donc ça, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est important de lever les malentendus et les préjugés qu'il peut y avoir sur ce journal. Voilà. Alors, Charlie Hebdo, c'est un journal d'actualité, comme tous les journaux d'information. Donc, il s'appuie sur l'actualité et on y trouve de nombreux articles, des reportages, des entretiens et des chroniques sur ce qui se passe dans le monde. Et oui, mais la particularité de Charlie Hebdo, c'est d'être un journal satirique avec des dessins satiriques et des caricatures. Alors, ce n'est pas à vous, messieurs, mesdames les enseignants, qu'on va l'apprendre, mais la satire, c'est un genre qui existe depuis l'Antiquité. C'est un discours décalé qui exagère, qui raille et qui pousse à réfléchir sur le réel. La caricature, c'est aussi un langage graphique, un discours subjectif et un raccourci qui exprime un point de vue d'un dessinateur sur un ou plusieurs événements de l'actualité. Mais la caricature est un langage avec ses codes, sa grammaire, ses techniques, et c'est ce langage que nous essayons de transmettre. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, on a préparé cette séance en se demandant comment on aurait abordé l'attentat contre Samuel Paty si on avait dû intervenir le jour de la rentrée. Alors, le retour en classe. On a eu beaucoup de questions, notamment sur comment aborder ce drame avec les tout petits, avec les petits. On va y revenir, mais à DCL, quel que soit le niveau des élèves qu'on a devant nous, notre premier objectif est d'écouter ces élèves, de libérer la parole et de créer un climat propice au dialogue. On rassure toujours, avant de commencer notre intervention, on les rassure toujours en leur disant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et que le but, c'est de s'exprimer et d'échanger dans le respect de chacun, que la parole circule vraiment au sein de la classe. Voilà, donc pour revenir aux plus jeunes, l'essentiel en fait avec les tout petits, c'est de parler de leurs émotions, de leurs ressentis, de la vision qu'ils ont eue de l'attentat. Donc évidemment, il faut éviter au maximum de devancer leurs questions. Alors d'une part parce qu'il y a peut-être des choses qu'ils ne savent pas, et puis de deux, pour ne pas transmettre nos angoisses d'adultes. Donc il faut utiliser des mots simples, directs, et puis on pose des questions du type est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui vous a marqué pendant les vacances? Est-ce que tu as entendu parler d'un professeur qui s'appellerait Samuel Paty? Ou est-ce que tu en as entendu parler? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce professeur? Est-ce que tu sais pourquoi ça lui est arrivé? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous a rendu triste? Etc. Voilà, donc l'idée là, c'est de savoir ce qu'ils savent, comment ils ont appris les choses, qu'ils extériorisent leurs sentiments, voilà, que la parole circule. Ensuite, il faut ramasser toute cette parole recueillie, tout ce qu'ont dit les élèves, y compris les questions, parce qu'il y a sans doute beaucoup de questions, et de rappeler les faits de manière la plus simple possible, tout en disant la vérité. En l'occurrence, ici, un professeur a été tué au couteau par un terroriste devant son collège. Le terroriste lui a coupé la tête, on appelle ça une décapitation. Et pourquoi l'a-t-il décapité? Parce que ce professeur avait montré une caricature à ses élèves et que le terroriste estimait que ce dessin portait atteinte à sa croyance. Il a d'ailleurs écrit sur Internet qu'il avait voulu venger le prophète Mahomet. Donc voilà, donc là on n'hésite évidemment pas, s'il y a des termes qui ne sont pas compris, à essayer de les expliquer avec les mots les plus simples possibles, mais en disant la vérité, c'est essentiel, pas de tabou. En tout cas, ce qui est important, encore une fois, c'est vraiment que les émotions s'expriment. Par exemple, le dessin là que vous voyez à l'écran, c'est un dessin qui a été reçu après les attentats de janvier 2015 et qui a donc été réalisé par un CM2 et qui traduit finalement assez bien l'état d'esprit de ce petit garçon de l'époque. Donc nous, avec les petits, on proposerait un temps de dessin pour qu'ils s'expriment sur cet événement ou sur un événement qui les a marqués pendant les vacances.
voilà, le dessin est toujours un trésor de liberté, comme dit Boris Cyrulnik. Et puis, voilà, et conclure sans doute cette séance avec ces tout petits en disant qu'on ne tue pas quelqu'un pour un dessin ou parce qu'il ne pense pas comme toi, en fait. Donc, voilà pour les petits. Donc, nous, on commence à partir de l'âge de 10 ans, hein, les interventions à dessiner, créer, liberté. Pour les collégiens et les lycéens, on va découper les choses en 2 temps. D'abord, libérer la parole et puis, dans une deuxième partie, reprendre la main pour synthétiser et organiser les faits, enfin les paroles qui ont été dites par les élèves et donc synthétiser les faits. Donc, on les interroge de la même manière que les petits. Qu'est-ce qu'ils savent de l'attentat perpétré contre Samuel Paty? Qui était-il? Comment a-t-il été tué? Pourquoi? Comment? Quel enchaînement des faits? Comment l'avez-vous appris? Qu'est-ce que vous en pensez? Etc. Alors, soyons clairs, hein, la grande majorité des collégiens et des lycéens, ils ont vu circuler l'image postée par le terroriste après la décapitation sur les réseaux sociaux. Ces élèves-là, il faut les questionner hein, sur ce qu'ils ont ressenti en voyant cela. Nous, on a discuté la semaine dernière avec 2 terminales qui nous ont dit « Ah, mais madame, des images comme ça, on en voit tout le temps, on voit des décapitations. Bon, bah, nous, on a vu ça, on est passé à autre chose, on a scrollé, comme ils disent. » Bon, alors peut-être que banaliser les choses comme ça, c'est peut-être une manière de se protéger, hein, de mettre l'horreur à distance, disons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, adultes, on peut pas du tout, on ne doit pas minimiser un tel crime, il faut aller les chercher quand même. Donc c'est peut-être le moment d'interroger le mode opératoire. Dans le fond, la décapitation, ça leur évoque quoi? Alors pour les uns, c'est peut-être la guillotine révolutionnaire, pour d'autres, effectivement, les exécutions d'otages par Daesh, pour d'autres, un rituel sacrificiel, ou alors ça les ramène effectivement aux jeux vidéo auxquels ils jouent beaucoup. Si lors de cet échange, on entend un élève qui dit « il l'a bien cherché », ça, on l'entend. On l'entend. Donc, il faut dire calmement « Ah, d'accord, tu penses ça ?» On a noté, on va en reparler un peu plus tard. Il ne faut surtout pas s'énerver ni surréagir. En fait, il y a un temps pour tout. Et là, ce n'est pas le temps de parler de ça. Oui, c'est ça, absolument. En fait, là, l'idée, c'est de rappeler les faits et leur enchaînement. Voilà, et pourquoi rappeler les faits et leur enchaînement? Donc, pour ramasser ce qui a été dit, il y a peut-être pour clarifier des choses qui n'ont peut-être pas été dites, et puis aussi peut-être pour corriger des choses qui sont fausses, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc je vais avec vous rappeler un peu cette chronologie des faits qui est assez surréaliste, c'est-à-dire qu'en moins de 15 jours, la tragédie s'est dessinée. Donc, le lundi 5 octobre, Samuel Paty fait donc un cours sur la liberté d'expression. Il explique aux élèves qu'il va montrer des caricatures qui peuvent les heurter et propose à ceux qui veulent sortir de classe, sans distinction de religion, de sortir de classe. Il va donc montrer le dessin de Luce du 14 janvier 2015, c'est le dessin qui est en haut sur cette présentation, et le dessin de Coco, Mahomet, une étoile est née, qui date de 2012. Le mardi 6, le lendemain, Samuel Paty refait le même cours à une autre classe de 4e. Une des élèves est absente de ce cours. Bon. Le lendemain, le mercredi 7, cette même élève est exclue pour des problèmes disciplinaires qui n'ont strictement rien à voir avec le cours de M. Paty, mais elle va raconter à son père qu'elle était en classe, que le professeur a demandé aux élèves musulmans de sortir et qu'elle s'est sentie choquée. Le père publie un premier message sur Facebook en appelant à l'exclusion du professeur. Dans ce message sur Facebook, il met son propre numéro de téléphone et il va être dès lors contacté par des tas de personnes qui vont le soutenir, dont Abdelhakim Sefrioui, qui est un militant islamiste notoire et qui lui propose son aide. Ils vont débarquer tous les deux au collège pour rencontrer la direction. Voilà, la direction qui va faire ce qu'elle a à faire, hein, prévenir l'académie, qui va envoyer un inspecteur sur place pour tenter de calmer le jeu. Le jeudi 8, le père porte plainte pour diffusion d'images pornographiques. Samuel Paty porte plainte pour diffamation. Le père poste une vidéo qui met encore en cause le professeur. Le lundi 12, après le week-end,
le père reposte une vidéo sur YouTube à laquelle participe M. Sifrioui et qui cible pour le coup directement Samuel Paty. Il va donner son nom, son prénom, celui de l'établissement où il enseigne. Le vendredi 16 octobre, un terroriste islamiste, un jeune de 18 ans d'origine tchétchène, qui serait donc d'ailleurs rentré en contact avec le père via WhatsApp. On ne connaît pas le contenu des échanges, l'enquête est en cours. Enfin, toujours est-il que ce jeune de 18 ans vient d'Évreux et patiente devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine. Le terroriste propose de l'argent à des collégiens pour qu'il désigne l'enseignant. Certains refusent, deux acceptent. À 17h, Samuel Paty est décapité en pleine rue. Le terroriste poste un tweet avec la tête ensanglantée du professeur et déclare avoir vengé le prophète au nom d'Allah. Il sera abattu quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre. Le 18 octobre, des manifestations de grande ampleur en soutien à Samuel Paty et à ses proches ont lieu dans toute la France. Voilà pour le tragique rappel des faits. Voilà. Et à l'issue de ce rappel des faits, il est important de faire un point avec les élèves sur les définitions pour s'assurer qu'on parle bien de la même chose et pour éviter les amalgames. Quel genre d'amalgame? Par exemple, il est important de rappeler que l'islam est une religion pratiquée par les musulmans, ce qui n'a rien à voir avec l'islamisme, qui n'est pas une religion, mais une doctrine politique qui vise à installer l'islam comme religion d'État et qui s'appuie sur une vision dévoyée de la religion pour prendre le pouvoir. Et le djihadisme, qu'est-ce que donc? Alors ça, c'est une idéologie violente qui sème la terreur pour imposer sa vision d'un islam radical. Et il faut rappeler, et c'est très important, que les musulmans en sont les premières victimes dans le monde. Alors, autre point, nous, si on allait en intervention, il nous paraît vital de faire réfléchir sur deux éléments dans cette chronologie des faits. Le partage du dernier tweet du terroriste après la décapitation et la désignation du professeur par les deux collégiens en échange de quelques billets. En fait, dans les deux cas, c'est la question de la responsabilité de chacun qui se pose. Et donc, ça, c'est essayer de discuter avec les jeunes en essayant de leur dire qu'en fait, il faut toujours se demander à quoi on participe. Est-ce qu'on participe à une folie du moment, à une opération dans laquelle je suis entraînée sans comprendre? Bref, en fait, avant d'agir, il faut réfléchir et prendre du recul. Ne serait-ce que... et ça, évidemment, je pense qu'il faut le dire aux collégiens et aux lycéens, la vie des deux collégiens qui ont donné leur professeur aux terroristes est quand même bouleversée à jamais. Et puis, partager le tweet du terroriste, en fait, c'est faire l'apologie du terrorisme et c'est puni par la loi. Tout à fait. Et on peut s'arrêter là pour cette séance, ça peut être suffisant. Mais si on veut aller plus loin et faire une séance sur la liberté d'expression et le blasphème, on va vous présenter une série de 4 dessins qu'on utiliserait, nous, pour faire une séance ou plusieurs à ce sujet, sur la liberté d'expression. Et ce sont des outils dont vous pouvez vous saisir et qu'on vous partagera. Alors, comment on fait? Oui, comment fait-on? Alors, quel que soit le niveau des élèves, nous commençons toujours par travailler à partir des dessins d'enfants et d'adolescents qu'on a reçus à la rédaction de Charlie Hebdo après les attentats de janvier 2015. Pourquoi? Alors, c'est très simple. D'abord parce qu'il y a un phénomène d'identification. Ce sont des dessins qui ont été produits par des jeunes du même âge. Et puis ensuite, parce qu'ils sont d'un accès plus facile. Mais surtout, c'est parce qu'ils permettent une initiation progressive au décryptage d'un dessin ayant trait à l'actualité. Car pour savoir lire un dessin et éviter tout contresens, il faut suivre 4 étapes essentielles. La première, c'est la phase d'observation attentive et de description détaillée. Que voit-on sur ce dessin? Alors, cette étape qui semble une perte de temps est pourtant fondamentale. En fait, à tous les coups, les élèves, mais pour être tout à fait sincère, même les adultes, interprètent trop rapidement sans voir tous les éléments qui constituent une image. En fait, du coup, on s'arrête à l'impression, souvent fausse, à la vérité, qu'on se fait au premier coup d'œil. Ensuite, deuxième phase, Séverine. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est la phase de recontextualisation. À quoi le dessinateur fait-il référence? De quelle actualité traite-t-il? De quand date le dessin, etc. Et puis, la troisième phase, c'est la phase d'interprétation.
quelles sont les intentions du dessinateur, hein, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, quel message il veut faire passer. Et donc, voilà, on passe à l'interprétation. Et enfin, voilà. La quatrième étape, c'est la phase de positionnement personnel. C'est-à-dire, c'est là où on va argumenter pourquoi, on va argumenter. Et c'est ce qui permet d'enclencher les débats dans la classe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dessin? Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? Et voilà, ça permet d'enclencher les débats. Parce qu'il est toujours, c'est vrai, intéressant de comprendre pourquoi un dessin peut susciter telle ou telle émotion en nous, en fait. Est-ce qu'il suscite de la colère? Est-ce qu'il suscite de l'indifférence? Bon, en général, les émotions parlent souvent plus de nous que du dessin. Hein. Alors, ce dessin-là qu'on voit à l'écran, Séverine. Alors, ce dessin à l'écran, c'est un des dessins phares de nos interventions. Hein. C'est un dessin qui a été fait par une jeune collégienne de 15 ans qui s'appelle Olga. Et il est très important pour nous. Il nous permet d'aborder deux thèmes, la liberté de conscience et la laïcité. Alors, on vous fait rapidement la description. On voit 5 personnages qui tiennent un grand crayon de papier. Puis, de droite à gauche, on voit une femme en robe noire à col Claudine, avec un voile noir et blanc sur la tête. Ensuite, un homme habillé tout en noir avec une barbe, des papillotes et une kippa. Au centre, un personnage, le crâne rasé, avec une longue robe orange et jaune. Puis une femme avec une longue robe grise, un voile qui lui couvre la tête et le bas du visage. Enfin, à gauche, on voit une jeune fille qui porte un pantalon noir et un t-shirt orange sur lequel il est écrit « athée ». Elle porte également un enfant dans le dos et celui-ci a la peau noire. Le dessin est titré « Nous sommes tous Charlie ». Il est daté du 21 janvier 2015 et il est signé Olga en 3e 3 à l'époque. Alors, à quoi ça fait référence, Séverine? Alors, on joue le jeu avec vous, là. Alors, ces 4 personnages font référence à 4 religions. De droite à gauche, le catholicisme, le judaïsme, le bouddhisme et l'islam. Le personnage de gauche représente une athée. Ils sont tous alignés sur le même plan et soutiennent ensemble un grand crayon de papier, symbole de la liberté d'expression. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à nous dire, cette petite Olga? Alors, Olga souligne, le dessin d'Olga souligne la fraternité entre les personnes et l'importance de défendre tout ensemble la liberté de conscience et la liberté d'expression, quelles que soient nos convictions et nos croyances, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Et pour la laïcité, c'est où? Alors, ce dessin met également en évidence la force de la laïcité, hein, cette loi de 1905 de séparation des États et de l'Église qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire en Dieu et de s'exprimer librement dans le cadre de la loi. Donc, le principe de laïcité, en fait, il garantit ces 2 libertés. Tout à fait, ça garantit ces 2 libertés, que sont la liberté de conscience et la liberté d'expression, qui permet la cohabitation des idées, des opinions et des croyances. En somme, on est tous différents et c'est tant mieux, mais en revanche, on est tous égaux devant la loi et l'État est neutre. Il n'y a pas de liberté religieuse qui serait supérieure en fait aux autres libertés. On est des citoyens avant d'être des croyants. La laïcité, c'est très important parce que ça permet de faire nos propres choix, de se déterminer comme on veut. Elle nous offre à chacun la possibilité de réfléchir, de se forger nos propres opinions, de s'affranchir des idées familiales ou du milieu social ou culturel dans lequel on est né, tout simplement. En un mot, elle nous permet de nous émanciper. Donc voilà, un principe d'égalité, d'émancipation de tous, hein, ce principe de laïcité. Alors sur ce dessin, on en profite aussi évidemment pour poser la question, mais être athée, est-ce que c'est croire en rien? Alors là, bon, les gens, ben oui, on croit pas en Dieu. Eh bien non, évidemment, athée, ce n'est pas croire en rien. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu qu'on n'a pas de valeur. On peut croire, par exemple, en l'humanité, aux droits de l'homme, à l'humanisme. On peut croire en la science. On peut croire en l'amour. Tout à fait. Alors, et ce qui est important aussi sur ce dessin, c'est qu'il nous permet d'aborder l'utilisation des stéréotypes dans le dessin de presse pour représenter un groupe par un personnage unique. Alors ici, avec un vêtement traditionnel ou une inscription sur le t-shirt qui permettent d'un seul coup d'œil d'identifier des croyants de 4 religions et une personne athée.
Et oui, parce que c'est vrai que si en fait il y avait eu, si tout le monde avait été en jean, parce que bon, on peut être croyant de ces religions-là, mais pas forcément être accoutré comme ça de cette manière-là. Mais s'ils avaient tous été en jean, t-shirt, eh ben Olga ne pouvait pas faire passer son message de fraternité. Et on n'aurait pas reconnu les personnages au premier coup d'œil. Et quand même, le but du dessin de presse, c'est du premier coup d'œil, on puisse reconnaître les personnages et savoir de quel sujet le dessinateur veut nous parler. D'accord. En fait, après, il est aussi important quand même de faire un point sur ce fameux slogan Je suis Charlie, hein, qui est le titre du dessin d'Olga. Bon, parce qu'on a pu entendre, il y a eu pas mal de polémiques hein, autour de ce slogan, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Donc voilà, donc d'abord, on demande à tous les participants qui nous expliquent, eux, comment ils le comprennent. Donc voilà, ça discute, ça discute. Nous, on insiste sur le fait que être Charlie, ce n'est pas être Charlie Hebdo. Peut-être que dire je suis Charlie après les assassinats et les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, ça pouvait signifier je me reconnais dans les valeurs du journal Charlie Hebdo, je lis Charlie Hebdo. Mais pour beaucoup, dire je suis Charlie, ce n'était pas dire je suis Charlie Hebdo, c'est sûr, ne serait-ce que parce que Charlie Hebdo avait très très peu de lecteurs et qu'il y avait plus de 5 millions de personnes en France. Donc c'était sans doute affirmer autre chose, je défends la liberté d'expression, ou je n'ai pas peur, ou encore je partage un deuil. Tout ça pour dire qu'on peut ne pas aimer Charlie Hebdo, ne pas le lire, mais être Charlie quand même, pour toutes ces raisons-là, comme on peut être Bataclan, être Bamako, être Nice, on l'est encore à nouveau aujourd'hui. Bref, être solidaire avec toutes les victimes du terrorisme. Alors, maintenant qu'on a effectivement abordé la liberté de conscience et le principe de la laïcité avec les élèves, que tout ça a été discuté et clarifié, on aborderait la liberté d'expression et le droit de blasphème avec ce dessin. La question sensible. Voilà, un dessin qui est fait par un jeune collégien également, hein, qui s'appelle Louis et qui avait 13 ans à l'époque. Alors, avec ce dessin, on va aborder différentes questions. Hein. Qu'est-ce que le blasphème? Peut-on critiquer les religions? Est-ce que critiquer une religion, c'est s'attaquer aux croyants? Qu'est-ce que signifie respecter un croyant? Est-ce se plier à ses interdits? Pourquoi l'interdiction du blasphème n'est pas compatible avec la liberté d'expression? Pourquoi ce dessin est-il emblématique de la liberté d'expression? Voilà, donc, même constat, on décrit le dessin. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin? On voit donc un personnage barbu dont seule la moitié du corps est dessinée. Il est vêtu d'une tunique blanche, d'un turban et s'appuie sur une canne. Dans une bulle, procédé classique de la bande dessinée et du dessin de presse, il dit « Ce n'est pas dit qu'on n'a pas le droit de me représenter à moitié ». Les élèves comprennent tout de suite, grâce à cette phrase, ce n'est pas dit qu'on ne peut pas me représenter à moitié, que le personnage représenté est Mahomet et que ça fait référence à la représentation du prophète de l'islam. Et ici, en ne dessinant que la moitié du corps du prophète, le jeune dessinateur utilise en fait un processus humoristique pour transgresser ce fameux interdit religieux. Il le contourne pour mieux l'interroger et pour en rire. D'autant que cet interdit religieux, il varie selon les époques et selon les pays. Il existe en effet, et on peut le voir à l'écran, des représentations du prophète qui ont été produites en pays d'islam à partir du XIIIe siècle, notamment en Iran, dans les miniatures qui illustrent des chroniques historiques, des textes littéraires ou des œuvres poétiques qui racontent la vie du prophète. Donc le jeune Louis, avec ce dessin, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il vient réaffirmer son droit d'exercer sa liberté de conscience et son esprit critique face à des tabous religieux qui ne concernent que ceux qui y croient. Et puis Louis ne blasphème pas, puisque pour lui, le prophète n'est pas sacré. Seul le croyant blasphème. On pose alors la question de savoir si ce dessin manque de respect aux musulmans. Et généralement, la réponse est oui. Alors, pour sortir, on sort un peu du champ de l'islam et on va déplacer la question, nous, ailleurs. On va interroger les élèves, on va leur dire, est-ce que vous mangez des hamburgers, des steaks, des frites? Alors, la réponse est unanime. En général, un immense oui exulte de la classe. Et là, on leur raconte qu'en Inde, pour les hindous, la vache est l'animal sacré, le dieu absolu. Que si une vache décide de squatter une route, tout s'arrête jusqu'à ce qu'elle ait décidé de traverser. C'est sérieux en Inde, la vache. Alors, on leur pose la question. Mais du coup, quand vous mangez ce hamburger, vous avez l'impression de manquer de respect aux hindous.
Et là, généralement, ça tilte et ils répondent « bah non, parce que ce n'est pas notre religion ». Et puis, c'est important de dire aussi qu'il existe des centaines de religions dans le monde qui édictent chacune des milliers d'interdits et qu'il serait seulement, ce serait impossible de tous les respecter, ces interdits de toutes les religions. Les interdits des uns contredisant les interdits des autres. Oui. Si on respectait les interdits de toutes les religions du monde, on ne pourrait tout simplement plus rien faire. Alors, qu'est-ce que c'est respecter un croyant? En fait, c'est lui laisser la liberté de croire et de pratiquer sa religion. En fait, dans de nombreux pays, il y a des tas de minorités religieuses qui sont persécutées et qui se cachent pour prier ou célébrer leur Dieu. En France, pays laïque, comme il n'y a pas de religion d'État, que toutes les croyances se valent, chacun est libre d'aller au temple, à la mosquée, de célébrer ses fêtes avec sa communauté religieuse. Voilà, c'est la liberté religieuse. Mais du coup, on pose évidemment cette question, mais alors c'est quoi respecter un non-croyant? C'est quoi respecter un athée? Eh bien, c'est lui laisser la liberté de ne pas croire, de critiquer et de rire des religions, de les railler et de dénoncer ceux qui les instrumentalisent. Car pour un athée, la religion est une idée comme une autre. Et oui. C'est un mythe, c'est une belle histoire, un point de vue philosophique. Et la France protège les hommes, la loi en France protège les hommes et pas les mythes. Et oui, ça j'aime bien, la France protège les hommes et pas des mythes. En tout cas, ce qui est certain, c'est ce dessin tout simple, mais qui est très malin. Il vient évidemment pas remettre en cause la liberté de croyance de chacun, mais vient vraiment la réaffirmer en exerçant pleinement sa liberté d'expression. Alors, les limites à la liberté d'expression, ma chère Séverine. Oui, parce qu'il y a quand même des limites. Donc, la loi ne punit ni la critique des idées, ni des religions, ni des symboles, ni le blasphème. Ainsi, critiquer un dogme ou une religion, ou des personnes qui utilisent une religion à mauvais escient, relève de la liberté d'expression, puisque cela concourt à l'exercice de la démocratie. C'est ça, la liberté d'expression, et c'est fort heureux, ne se détermine pas en fonction de ce qui plaît ou déplaît à une personne. Comme vous viens de le dire, on peut critiquer une religion. En revanche, on ne peut pas inciter à la haine des croyants. Et cette nuance, elle est très importante à faire passer pour comprendre comment ça marche. En gros, on peut dire le bouddhisme est une croyance débile, mais on ne peut pas dire les bouddhistes sont des cons. Tout à fait. En fait, la loi sanctionne les incitations à la haine en raison d'attributs qu'on ne choisit pas, comme la couleur de peau, l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, etc. Et oui, parce qu'on peut changer de religion et d'opinion, mais on ne peut pas changer sa couleur de peau, ou son sexe, ou son orientation sexuelle. Et bien sûr, la loi condamne la diffamation, les discours qui font l'apologie du terrorisme et les crimes contre l'humanité, ainsi que le négationnisme. Voilà, donc une fois que le terrain est bien déblayé sur ces questions-là, là, on va se lancer dans un rapprochement entre le dessin de Louis et les caricatures du prophète dans Charlie Hebdo, qui ont coûté, rappelons-le, la vie à 12 personnes le 7 janvier 2015. Donc on va passer à la une de Cabu et à cette fameuse affaire des caricatures danoises. Alors, en effet, le 8 février 2006, Charlie Hebdo réalise un numéro spécial consacré à cette fameuse affaire. Alors, et la recontextualisation et le rappel de la chronologie des faits est indispensable pour comprendre ce numéro. Car aucun dessinateur de presse ne se lève jamais le matin en se disant « Tiens, je vais me faire Mahomet aujourd'hui, ou Jésus, ou Macron ». En fait, Charlie Hebdo, il traite de l'actualité, donc il s'appuie toujours sur l'actualité pour faire un dessin. Donc, on va faire un petit rappel qui est quand même essentiel autour de ce numéro spécial et autour de cette une de Cabu. On est en juillet 2005. Un écrivain danois ne trouve pas de dessinateur pour illustrer son ouvrage jeunesse sur la vie de Mahomet. Le meurtre du cinéaste Theo Van Gogh, décapité en pleine rue à la suite d'un court-métrage critiquant l'islam, est dans tous les esprits. Aucun dessinateur ne veut prendre le risque de représenter Mahomet. Pour dénoncer du coup cette forme d'autocensure, le journal danois Jyllands-Posten lance un concours de dessin Dessiner Mahomet, comme vous le voyez. Le 30 septembre 2005, le journal danois publie donc 12 dessins intitulés « Les visages de Mahomet ». Le 17 octobre 2005, un journal égyptien publie les 12 dessins sans qu'il n'y ait aucune réaction. Le 2 décembre 2005,
Ça va commencer à bouger. Là, des extrémistes et religieux danois partent en tournée au Moyen-Orient avec 15 images. Donc, les 12 caricatures publiées dans le Jyllands-Posten, mais auxquelles ils ajoutent 3 dessins récupérés sur un site d'extrême droite américaine représentant Mahomet en cochon, en pédophile et en zoophile. En quelques semaines, une vague de violence inouïe déferle sur le monde, appel au meurtre, relations diplomatiques rompues, ambassades incendiées, au final, des dizaines de morts dans des manifestations de roues. Donc, début février 2006, François et l'Express publient les caricatures danoises. Le directeur du quotidien, Jacques Lefranc, est limogé par son actionnaire égyptien et celui de l'hebdomadaire, Denis Jambard, prié de remettre sa démission. C'est donc dans ce contexte que la rédaction de Charlie Hebdo, par solidarité avec ses confrères, par devoir d'informer et pour montrer que la France n'est pas un espace où le respect des dogmes religieux prime sur la liberté d'expression, décide de reproduire les 12 caricatures dans ce numéro spécial qui contient tout un dispositif critique et cette fameuse une de Cabu. Alors, que voit-on sur ce dessin ? Alors, le dessin est en rose et noir. Il représente un personnage portant une barbe, une tunique et un turban noir. Il cache son visage et ses yeux avec ses mains. Il semble se lamenter et on aperçoit aussi quelques larmes. Le titre, en partie incorporé dans le turban du personnage, dit « Mahomet débordé par les intégristes ». Le personnage déclare dans une bulle « C'est dur d'être aimé par des cons ». Le dessin est signé Cabu. Donc voilà, Cabu, qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh ben, comme tout dessinateur de presse, il traite du débat en cours qui agite la société. Là, en l'occurrence, la question de la représentation du prophète. Donc, il porte un regard personnel sur l'actualité et il représente le prophète Mahomet tel qu'il le voit lui, un personnage qui se prend la tête et qui se lamente au regard de la tournure qu'a pris dans le monde la publication de 12 malheureux petits dessins. En plus, afin d'éviter tout contournement, tout détournement, Cabu prend bien soin d'incorporer son titre dans le turban du personnage. Donc son titre Mahomet débordé par les intégristes, précisément pour cibler les intégristes. Voilà, ici Mahomet, c'est quand même pas compliqué. Il est désespéré d'être aimé par les intégristes et les terroristes qui commettent des crimes en son nom. Évidemment, ici, les cons, ce sont les intégristes. Le dessinateur dénonce l'instrumentalisation de l'islam, mais il ne vise pas les musulmans en tant que communauté de croyants. Et à ce stade, on cache le titre, débordé par les intégristes. Et nous expliquons aux élèves que sans cette précision, le dessin tomberait sous le coup de la loi, puisque les cons seraient dès lors les musulmans. Oui, c'est ça. Si on cache débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons. Effectivement, les cons sont les musulmans. Voilà. Et bien, il se trouve que ces dessins, il a circulé sur Internet sans ce détail d'importance. Mais pourquoi ? Certains ont manipulé volontairement cette image en effaçant cette partie du titre pour entretenir une confusion. La confusion entre la critique de l'islamisme et l'incitation à la haine envers les musulmans. D'où l'importance, avant de partager une image sur les réseaux sociaux, d'aller vérifier sa source, son support de publication, sa date de parution et de voir qu'on a bien l'image originale en entier. Et oui, en fait, avec ce dessin, c'est comme le dessin du jeune Louis, en fait, Cabu, là, il réaffirme à la fois son droit d'exercer sa liberté de conscience, évidemment sa liberté d'expression, et puis il rappelle au passage que les religions n'ont pas à jouir d'un statut à part, ni d'un traitement de faveur, ou même d'une exception qui les placerait hors du champ de la critique, du doute, du débat ou de la polémique. En fait, c'est ça qui serait raciste. C'est de considérer que, bon, en fait, les musulmans ne peuvent pas rigoler, ils n'ont pas d'humour. D'accord. Tout à fait. Et c'est exactement ce que fait Coco dans la caricature que Samuel Paty a projetée à ses élèves. Nous avons reçu énormément de questions sur cette une, donc nous allons donc l'analyser ensemble. Et sachez qu'une fiche décryptage de ce dessin sera en ligne sur notre site internet à l'issue de cette conférence. Voilà, comme ça vous pourrez vous l'approprier pour la rentrée. Bon, alors évidemment, un dessin, un réflexe, on regarde ce dessin et on observe qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin.
Donc le dessin est en noir et blanc avec une touche de jaune. Il représente un homme entièrement nu, se prosternant. Il porte une barbe fournie, un bonnet blanc, une grande étoile jaune à 5 branches cache l'anus du personnage et laisse apparaître une paire de testicules et un bout de phallus. En haut, le titre du dessin, Mahomet, une étoile est née. En bas à droite, la signature de la dessinatrice, Coco. Alors, à quoi fait référence ce dessin? De quelle actualité Coco traite-t-elle? Donc, ce dessin, il est paru le 19 septembre 2012 à la dernière page de Charlie Hebdo, avec de nombreux autres dessins d'ailleurs, hein, dans cette fameuse rubrique, les couvertures auxquelles vous avez échappé. Donc, on est le 19 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité pour que Coco décide de représenter Mahomet avec une étoile, nue avec une étoile sur les fesses? En fait, il faut refaire évidemment toute la chronologie. Fin juin 2012, un film américain intitulé L'innocence des musulmans est diffusé dans un petit cinéma indépendant sur Hollywood Boulevard, devant moins de 10 spectateurs. Il est réalisé par un copte égyptien qui réside en Californie, qui fait ce film sous un pseudonyme, Sam Bassil. Il dira plus tard que son but était de montrer les hypocrisies de l'islam en mettant en scène des passages de la vie de Mahomet. Alors, c'est un film à très très petit budget, hein, qui se veut humoristique. En fait, c'est un véritable navet, hein, qui tourne le prophète en dérision, porté par de très mauvais acteurs et des blagues lénifiantes avec des accessoires en carton, des postiches grotesques, des incrustations outrancières et qui montre un Mahomet bisexuel, obsédé par le sexe, coureur de jupons et voleur. Donc, on peut trouver un des extraits de ce navet sur Internet. C'est assez drôle, hein, en fait, hein. Donc, le 2 juillet 2012, il y a un extrait, hein, on est quoi, 2 juillet 2012, on est 2 juillet, ouais, on est un mois après, un extrait du film est posté sur YouTube en anglais, aucune réaction. En septembre 2012, 2 mois plus tard, l'extrait est sous-titré en arabe. Et bam, ça loupe pas, le Moyen-Orient s'embrase et dénonce un blasphème envers Mahomet. Donc les manifestations violentes se multiplient, les missions diplomatiques américaines sont attaquées en Égypte et 4 diplomates sont assassinés en Libye, dont le consul des États-Unis. Au Soudan, il y aura même des assauts contre les ambassades d'Allemagne et du Royaume-Uni, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, mais enfin, l'Occident, sans doute. Donc, comme tout dessinateur de presse, Coco traite de l'actualité en cours et elle porte en fait son regard sur l'impact de ce petit film dans une partie du monde musulman. Du coup, à l'image, hein, de ce navet cinématographique, dont Mahomet est le héros, la dessinatrice met en scène le prophète en reprenant des codes du cinéma hollywoodien. Le titre, Une étoile est née, et la traduction littérale de A Star is Born, un film musical américain de 1954 qui raconte le succès d'une jeune chanteuse. Et c'est aussi une expression courante pour qualifier l'ascension triomphale d'un artiste. L'étoile jaune à 5 branches sur les fesses du personnage, c'est un clin d'œil, hein, aux étoiles que l'on retrouve sur le Walk of Fame, là, ce fameux trottoir d'Hollywood Boulevard, où fut d'ailleurs diffusé le navet en question et où figurent les noms des célébrités. Alors, ici, comme dans le film, la star, c'est Mahomet, en fait, hein. Et d'ailleurs, dans ce numéro de Charlie, de nombreux dessins satiriques illustrent Mahomet en acteur, hein, dans des scènes imaginaires ou dans des séquences cultes du cinéma français, comme ce dessin de Luz qu'on voit là en bas à droite de la présentation, où Mahomet adopte la pose lascive de Brigitte Bardot dans Le Mépris et reprend cette fameuse réplique « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses ?» Voilà. D'ailleurs, l'hebdomadaire va consacrer aussi une page entière dans son numéro de la semaine. Évidemment pas pour s'attaquer aux musulmans, mais pour dénoncer la violence des manifestations. Et dans un petit texte intitulé « Rire, bordel de Dieu », Charb va interpeller directement les islamistes qui instrumentalisent, comme toujours, la religion pour mieux faire taire les libertés démocratiques. Oui, et comme dans le dessin du jeune Louis et la une de Cabu, Coco transgresse un interdit religieux qui ne concerne que certains musulmans et qui a évolué au cours des époques et des lieux. Comme dans le dessin de Louis et la une de Cabu, avec ce dessin, elle vient réaffirmer son droit d'exercer sa liberté de conscience et sa liberté d'expression. Et d'ailleurs, on a été la voir, Coco, et on lui a demandé… Et qu'est-ce qu'elle nous dit alors, Agathe, Coco? Alors, Coco, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais parler comme si c'était Coco.
Donc elle dit, c'est l'actualité qui me guide. Là, en l'occurrence, une partie du Moyen-Orient était une fois encore mise à feu et à sang par des intégristes qui n'ont sans doute jamais vu ce navet anti-islam. Anti-islam, hein, pas anti-musulman, comme ils ont essayé de le faire croire. Hein. Et donc, elle dit qu'elle s'est inspirée de références communes, le cinéma, et en me demandant, dit-elle, où mettre l'étoile hollywoodienne. Et donc, par un retournement graphique, j'ai mis mon personnage dans une position ingrate, à l'image de la star de pacotille qu'il était dans ce film, et j'ai collé l'étoile sur son trou de balle. On voit ses testicules parce que Mahomet n'est qu'un homme, dans le fond. Et comme tous les hommes, il a, me semble-t-il, des testicules et un pénis. Après, elle poursuit et elle nous dit « La nature de la caricature, c'est de désacraliser. Pour moi, ni le corps, ni la religion ne sont tabous. Avec ce dessin, je fais simplement un usage absolu de ma liberté d'expression et je l'utilise pleinement, comme nous y invite la devise du canard enchaîné, car la liberté de la presse ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. » Voilà pour les propos de Coco. Merci Agathe. Maintenant, ce dessin qui est irréprochable superpose deux sujets dits sensibles. Deux sujets sensibles, alors lesquels? Eh bien, il y a la question de la représentation du prophète de l'islam et la question de la nudité qui peut mettre des ados mal à l'aise puisqu'ils ne sont pas toujours eux-mêmes à l'aise avec leur corps à cet âge-là. Oui, d'ailleurs, il arrive des fois qu'ils soient très mal à l'aise rien que quand on les amène au Louvre, en fait, oui, les jeunes. En effet, parfois, juste une sortie au Louvre, de voir des statues antiques, avec des nus antiques, ça met mal à l'aise. Donc, voilà, c'est quelque chose avec lesquels les jeunes, les adolescents sont parfois un petit peu gênés. Un peu gênés. Pour autant, en faisant le choix de dessiner ce personnage totalement nu et vu de dos, de placer l'étoile hollywoodienne sur son anus, de laisser dépasser les testicules et le sexe du personnage, en fait, la dessinatrice, elle s'inscrit dans des procédés qui sont inhérents à la caricature, à savoir la sexualisation outrancière et la grivoiserie, qui sont des jubilations de l'excès qui malmènent à dessein, en fait, les puritanismes en tout genre, et en fait, pour mieux repousser les tabous. Et enfin, sur ces questions de caricature du prophète, on peut, si on a le temps, citer une grande voix de l'islam de France. Par exemple celle du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui dernièrement a condamné les crimes qui ont été commis au nom de la religion musulmane. En effet, il a déclaré, et j'ouvre les guillemets, « Il faut que tous les musulmans comprennent les traditions culturelles de la satire et de l'espace démocratique qui permet toutes les expressions, même celles qui paraissent excessives. Dans notre pays, seule la loi fixe les limites. » Et il poursuit que Charlie Hebdo continue d'écrire, de dessiner, d'user de son art et surtout de vivre. Et il pose une question: en quoi le meurtre de dessinateurs a fait avancer la cause des musulmans? En quoi la destruction et la barbarie peuvent-elles servir l'image de l'islam? Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Alors, on peut peut-être revenir aussi, voilà, c'est vrai que nous, on entend souvent en classe, oui, Charlie Hebdo est raciste, oui, Charlie Hebdo est islamophobe, oui, Charlie Hebdo est obsédé par l'islam. En fait, c'est complètement faux. Voilà. On vous a mis à l'écran une étude du Monde. Donc voilà, au final, il faut effectivement montrer cette étude du Monde qui, retrace, analyse 10 ans de une du journal entre 2005 et 2015, et on voit très bien à l'écran que sur 523 unes, seulement 38 traitent du sujet de la religion, et parmi ces 38, seulement 7 traitent de l'islam. C'est-à-dire, c'est dire si c'est loin d'être la préoccupation principale de la rédaction. Non, en général, ils aiment bien taper sur Macron. Hein. Donc voilà, donc là on va passer à cette dernier point. J'espère que vous êtes toujours avec nous, que tout se passe bien. Donc voilà, débattre sans s'exposer, conseils et erreurs à éviter. Quelques petits conseils, Séverine. Alors, d'abord, essayons au maximum d'adapter les supports à nos publics. Toute caricature peut être un support pédagogique. Cependant, il faut veiller à ne pas aller trop vite et à s'adapter au niveau de ses élèves. Ouais. Car une caricature nécessite d'avoir des référents communs, une vaste culture générale et un appétit de l'actualité pour être comprise. D'autant plus s'il s'agit d'un dessin qui date de plusieurs années en arrière. Sauf à vouloir les faire rechercher les sources et le contexte de publication, ce qui peut être d'ailleurs un exercice passionnant.
Ouais. D'ailleurs, s'il y a un dessin avec lequel, en tant qu'adulte, on ne se sent pas à l'aise, c'est pas la peine de l'utiliser en fait comme support pédagogique, car on peut se faire déborder facilement, manquer d'arguments, et la jeunesse sait très bien trouver les points sensibles qui sont en nous. Voilà. Dans tous les cas, il faut vraiment prendre le temps d'écouter les élèves, écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de préciser tous les termes. On a parfois des surprises. Par exemple, sur le dessin de Cabu qu'on vous a montré, les élèves, parfois, faisaient la confusion entre le terme intégrisme et intégration. Autant dire qu'à ce moment-là, ça devient très difficile de se comprendre et de comprendre les intentions de l'auteur si les termes ne sont pas précisés en amont. Évidemment, il faut toujours préciser les termes. On vous a mis des petits dessins rigolos pour vous donner du courage pour cette rentrée. Nous, avant d'arriver en classe, on a toujours notre déroulé de séance, mais entre le prévisionnel et ce qui se dit et ce qui se passe en classe, on est en constante adaptation. Et il arrive qu'on renonce à ce qu'on avait prévu pour leur laisser le temps d'assimiler ce qui a déjà été dit, de bien assimiler les étapes d'analyse d'une image, le vocabulaire et les thématiques sur lesquelles on travaille. Voilà, ensuite, sur la question de la critique des religions, qui était vraiment l'essentiel de vos questions, et en particulier sur celle de la représentation de Mahomet. Donc voilà, il faut en l'occurrence bien faire la distinction entre islam et islamisme, entre musulmans et terroristes. Car il ne faut pas l'oublier, quand on est de confession musulmane, de voir sa religion en permanence sous les feux de l'actualité, associée au terrorisme, au meurtre et à la violence, c'est difficile. Et puis, il peut y avoir aussi un conflit de loyauté entre ce qui est dit à l'école et ce qu'ils entendent à la maison. Voilà. Et quand on aborde des sujets complexes qui touchent à l'émotionnel, il vaut mieux ne pas aller trop vite parce que ça peut être totalement contre-productif. Pour exemple, nous, on ne travaille pas sur la une de Cabu lors d'une première intervention, mais on va déjà commencer à aborder cette question du blasphème, de la transgression d'un interdit religieux avec un dessin d'enfant, et en l'occurrence, le dessin de Louis, qui est toujours plutôt bien perçu, en fait, parce que ça reste un dessin d'enfant, et où ils comprennent, et qu'il y a un peu d'humour en plus sur cette question est intéressante, on ne peut pas me représenter à moitié, effectivement, le courant ne pose pas la question. Oui, c'est aussi pour ça que c'est plus pertinent de travailler sur la caricature dans le cadre d'un parcours de plusieurs séances réparties à différents moments. Ça permet aussi d'aborder d'autres sujets que la religion, par exemple les discriminations, les violences policières, le féminisme, l'écologie, les migrants, etc. Il y a tout un tas de sujets qu'on peut aborder avec le dessin de presse. Et de montrer que le dessin de presse s'intéresse à tout ce qui nous entoure et à toutes les problématiques de notre société. Absolument. Et puis, pour revenir, vous savez, à ces fameux ils l'ont bien cherché, sous-entendu, les dessinateurs et le professeur ont mérité de mourir parce qu'ils ont provoqué, qu'ils auraient manqué de respect. Il faut quand même affirmer qu'ils faisaient simplement leur métier. Les dessinateurs de Charlie exercer leur liberté de dessiner et de commenter l'actualité, et l'enseignant apprenait à ses élèves à réfléchir, à se faire une opinion par eux-mêmes, à en faire en fait des citoyens éclairés et responsables. Il est quand même essentiel de ne pas mettre sur le même plan des personnes qui exercent leur liberté et des tueurs. En France, on ne se fait pas justice soi-même. En France, ce n'est pas la foi qui dicte la loi, ce n'est pas la foi qui dicte la ligne éditoriale des journaux, ce n'est pas la foi qui dicte le contenu de l'enseignement. Et puis, on pose aussi une autre question, en général. Et au Bataclan, ils l'ont bien cherché. Et les copains qui dînaient au resto à Paris ou qui regardaient un match au Stade de France, ils l'ont bien cherché. Et à Nice, les familles qui assistaient au feu d'artifice le 14 juillet, ils l'ont bien cherché. Et les personnes hier qui se trouvaient à la basilique, ils l'ont bien cherché pour les déstabiliser. Oui, le terrorisme islamiste peut frapper partout et tout le temps. Il peut frapper tout le monde et sans aucune distinction. Son objectif, comme son nom l'indique, est de semer la terreur, d'imposer sa vision totalitaire du monde par la violence, de saper nos libertés individuelles et de déstabiliser les démocraties. Car le risque, il est grand, c'est qu'on assassine au nom d'un dieu, en l'occurrence d'Allah. Le risque, c'est de diviser les populations, de pointer du doigt les musulmans et de créer les conditions d'une guerre civile.
Au final, comme dirait Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, il y a 2 écueils à éviter. Je ne suis pas raciste, mais, petit point, et je suis contre les intégristes, mais. La seule attitude à avoir, c'est de dire je suis contre l'intégrisme et je suis contre le racisme. Et on pourrait même rajouter et je suis pour la liberté d'expression. Absolument. Donc voilà quelques petits dessins pour terminer sur une petite touche légère. Donc peut-être ne pas hésiter à faire travailler les corrections sur un je ne suis pas Charlie. Et puis se poser la question quand même des cartables un peu trop lourds à la rentrée. Voilà. Donc on a rassembler quelques ressources pour vous. Ça, on vous les enverra aussi dans la présentation. Voilà, sinon, si vous êtes très pressé, n'hésitez pas à aller sur le site. La fiche sera postée. Il y a plein de fiches décryptage autour des dessins de presse, pas seulement sur le blasphème, mais sur le racisme, sur les discriminations. Voilà, n'hésitez pas à vous en emparer si vous en avez besoin. Voilà, ma foi. On espère que cette conférence vous aura apporté quelques éléments de réponse. Et puis, on me dit oui, on me lève les pouces. Un sale en délire. Bon, écoutez, en tout cas, tant mieux et on est à votre disposition. On conserve l'adresse mail pour les professeurs, professeur@dessinercréerliberté.com. Merci. Merci à tous. Et puis bonne rentrée. Bonne rentrée.